Sud Radio dans tous ses états. Oui, les Français sont de plus en plus attirés par l'autodéfense armée. Les chiffres tendent en tout cas à le montrer. Les clubs de tir ont vu le nombre de leurs adhérents exploser, pas forcément que pour la beauté du sport. Plus de 70% en 10 ans, officiellement justement pour pratiquer le tir sportif. Mais souvent, l'objectif est en réalité beaucoup plus tabou, celui de se protéger, comme ils disent, au cas où. On en parle aujourd'hui avec Mitch Menet, président de l'ARPAC, Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. On sera aussi avec un avocat parce que cet éclairage, évidemment, est éminemment important. Vous l'imaginez, c'est très encadré. Il y a aussi la question de la légitime défense dont on parlera. Bonjour Franck De Vita. Bonjour Mitch Menet. Je le disais, l'ARPAC, Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Alors on le précise tout de suite, en aucun cas vous n'appelez à transgresser la loi française qui est très claire sur le sujet. Vous êtes une association transpartisane, apolitique, mais vous estimez que le rétablissement du port d'armes citoyen est non seulement une nécessité, mais une priorité, Mitch. Tout à fait. C'est une priorité pour que les citoyens français aient en fait les moyens de l'autopréservation lorsqu'ils sont confrontés au danger. Et puis c'est également une priorité d'ordre un petit peu plus philosophique, puisque en fait le citoyen, s'il est le réel souverain du pays, alors c'est lui qui doit être armé. Donc il y a une double dimension. Il y a une dimension effectivement de la sécurité individuelle, que chacun doit pouvoir stopper la menace lorsqu'il est confronté, et également être le réel souverain du pays, c'est-à-dire celui qui a l'ultima ratio. Pourquoi vous estimez aujourd'hui que c'est une nécessité, une priorité ? Vous vous sentez en danger ? Alors moi, je ne me sens pas particulièrement en danger au quotidien. La raison, je n'attends pas de me sentir en danger d'accident routier pour mettre ma ceinture, ou je n'attends pas d'être en danger d'incendie pour avoir un extincteur dans un bâtiment que j'occupe. Donc c'est pas une question de se sentir en danger, de paranoïa. Là on parle pas de quelque chose d'impulsif. On parle de quelque chose de raisonné et de profondément réfléchi. Oui. Réfléchi, alors dans quel cadre ? Parce que j'imagine que vous avez un cadre. Alors, prenez par exemple dans un cadre purement juridique, puisqu'on a la chance d'être en présence d'un avocat. Le droit moderne a été extrêmement influencé par Cesare Beccaria, donc le célèbre penseur italien, qui était celui qui a expliqué pourquoi il ne fallait pas torturer dans le cadre de la justice, qui était un des premiers défenseurs, par exemple, de l'abolition de la peine de mort, et qui était quelqu'un qui expliquait que si on est raisonnable, on conçoit tout à fait que lorsque l'on désarme le citoyen, les premiers à rendre leurs armes seront les plus pacifiques et les plus respectueux des lois, alors que les malfrats n'auront cure en fait des textes de loi et défieront l'ordre étatique sur ce point. Donc si vous ne voulez pas que les gangsters aient le monopole réel des armes, contrairement à ce que nous jure l'État qui nous dit que seuls les agents de la force publique l'ont, eh bien il faut que plus personne n'ait ce monopole. Aujourd'hui, vous estimez que les gangsters ont le monopole des lois ? Le monopole des armes, en tout cas. Oui, pardon, excusez-moi, des armes, évidemment. Je ne l'espère pas. Pardon. Et les forces de l'ordre, elles ne sont pas là, justement, pour faire leur travail. Elles ne sont pas efficaces, selon vous ? Alors, je pense que les forces de l'ordre sont relativement efficaces quand il s'agit de retrouver les criminels après qu'ils aient commis les faits. Maintenant, imaginez que les criminels sont des demeurés au point de ne pas regarder à droite et à gauche avant de commettre un crime pour voir s'il y a un képi. Je pense que là, on se berce de douces illusions. C'est quand même pas très compliqué d'arriver à éviter quelques agents de police qui, par définition, ne peuvent pas être partout. Il y a quelque chose comme une centaine de milliers, en fait, de personnel en charge de l'ordre public en France. Si on agglomère la police, la gendarmerie, etc., c'est un petit peu plus que ça. Ça évolue beaucoup. On peut pas couvrir toute la surface, et sans compter qu'une bonne partie. Il y a quand même quelques milliers de ces fonctionnaires qui sont assignés uniquement à la protection de personnalités privilégiées, ce qui fait que donc la protection armée devient le privilège des puissants. Benalla avait obtenu un port d'armes en faisant jouer son influence, et par contre vous n'en obtiendrez pas.
Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit justement dans votre association, les militants qui militent pour ce port d'armes citoyen, ils vous disent quoi? Ils ont peur justement, c'est au cas où, parce que c'est vrai que souvent ça intervient après un cambriolage, après une agression, on le dit pas trop, voilà, mais on s'arme chez soi. C'est plutôt de la rancœur que de la peur. Hein. Ce sont plutôt des personnes qui sont déçues par le niveau de maintien de l'ordre. Alors, on a effectivement quelques personnes qui arrivent qui sont malheureusement rattrapées par la patrouille, je dirais, et qui, après un fait divers dont ils sont victimes, peuvent nous rejoindre parce qu'ils comprennent que quand ils sont isolés, de toute façon, ils ne pourront jamais compter que sur eux-mêmes, hein, parce que Cicéron disait que les lois se taisent devant les armes, et malheureusement, elles se taisent devant les armes des malfrats. Donc, peu importe en fait que vous ayez le droit, qu'il soit consacré ou pas par la justice, si vous avez le droit de vous défendre, mais que vous n'en avez pas les moyens, ce droit, c'est une arnaque en fait. Oui. Vous n'avez pas réellement le droit de vous défendre si vous n'avez pas les moyens. Ce sera un petit peu comme vous dire que voilà, vous avez la liberté d'expression, mais il faudrait un permis pour aller sur Internet. Franck De Vita, vous avez vraiment la liberté d'expression ? Maître De Vita, c'est vrai que c'est très encadré. Aujourd'hui, on rappelle, hein, pour détenir une arme, il faut faire déjà du tir sportif dans un club. Alors c'est vrai que le nombre de licenciés de ces clubs est passé de 145 000 à 242 000. Et quand on leur parle, on se rend compte voilà, qu'ils ne viennent pas toujours exercer. Ça veut dire que souvent, beaucoup de Français y vont pour pouvoir détenir une arme. Que dit la loi aujourd'hui concrètement ? Sur la légitime défense. Non, pas ça, on y viendra après, mais que dit la loi sur le port d'armes, tout simplement? Vous avez le droit d'avoir une arme chez vous, mais pas sur l'espace public? Alors c'est assez simple. Pardon. Il existait à l'époque ce qu'on appelait des détentions pour se défendre, des autorisations qui n'existent plus depuis des décennies. Et il existe aujourd'hui la détention sportive évoquée par monsieur, qui est assez compliquée à obtenir. Dans la mesure où il y a une enquête qui est faite par des services de police, etc. Il faut avoir un passé sans tâche, cela prend des mois, et l'octroi de l'arme suite à l'inscription au tir limite véritablement l'usage de cette arme. C'est-à-dire que vous n'avez le droit que d'avoir chez vous, dans un coffre, et que pour vous rendre exclusivement au stand de tir, il faut qu'elle soit équipée d'un verrou de ponté, etc., etc. Oui. Et si jamais vous êtes interpellé alors que vous n'avez pas ce dispositif, vous avez enfreint la loi de la même manière que si vous n'aviez pas d'autorisation sportive. Donc très très encadré. Le deuxième point qui est important, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'il y a un moyen de contourner cette loi, mais tout en la canalisant sur le domicile, c'est le permis de chasser. Le permis de chasser permet à ceux qui l'obtiennent d'avoir des armes et très létales et très puissantes à son domicile en toute légalité. Et oui. D'ailleurs, aujourd'hui, 5,5 millions de personnes détiennent une arme à feu légalement, selon le ministère de l'Intérieur, dont 4 millions de chasseurs et 1,5 million de professionnels des armes. Mitch, clairement, voilà, il y a des chasseurs qui en fait ont des armes peut-être pour se défendre, ça ne dit pas son nom. Il y a cette hypocrisie que vous, justement, à laquelle vous souhaitez mettre fin en appelant au rétablissement du port d'armes citoyen. Alors, oui, bon, pourquoi vouloir rétablir le port d'armes? C'est quelque chose qui a été retiré déjà par Daladier en 1939. C'est la guerre et le déshonneur, etc. Donc faut voir de qui ça vient, le désarmement déjà aussi. Il y a une perspective historique à avoir là-dessus. Mettre fin à l'hypocrisie, oui, évidemment, mais c'est pas. Je ne milite pas pour le port d'armes en vue d'assainir la moralité et les propos de chacun ou les dérives en fait à laquelle les Français sont contraints pour arriver à s'armer. La question est autre, c'est-à-dire que déjà toute cette détention d'armes ne vous permet, si vous effectivement vous y livrez, de défendre déjà que votre domicile. Puisque, comme l'a très bien expliqué notre autre invité, vous n'avez pas le droit de transporter ces armes. À moins que vous prétendiez être en train de chasser en permanence, ça va être très compliqué. Donc, déjà, nous, ce
ce que nous défendons à l'ARPAC, c'est la possibilité de porter une arme dissimulée, il ne s'agit pas de faire peur à tout le monde, dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Parce que c'est quand même là qu'on est le plus souvent confronté au danger. Chez soi, il arrive malheureusement qu'on ait à faire des saucissonnages. Effectivement, un fusil vous aidera énormément dans ce cas-là, mais s'il est stocké exactement comme il doit l'être selon la loi, dans un coffre avec les munitions à part, le temps que vous arriviez à rendre votre arme opérante, il y a de fortes chances que votre famille ait déjà payé un lourd tribut à l'ambition des malfrats. Alors oui, un petit mot, effectivement, 2022, un 337 cas de homejacking, c'est ces fameux cambriolages dont vous nous parliez, un violent à domicile en présence des habitants, dont 139 sous la menace d'une arme qui ont été recensés donc par la préfecture de police. Évidemment, Mitch Menet, vous le savez, c'est une proposition qui est très décriée en France. Beaucoup de Français n'ont tout simplement pas envie d'avoir des dérives à l'américaine. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'ailleurs, ils sont en grande majorité contre, 19% des personnes. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, on a la majeure partie des Français en fait a été convaincue en fait par je dirais une certaine bien-pensance médiatique qui sévit depuis le reportage de Michael Moore de Bowling for Columbine. Et tout ça, en fait, c'est un narratif qui est poussé par le lobby de Michael Bloomberg aux États-Unis, qui est ce magnat des médias, ancien maire de New York, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant, qui pèse quand même 76 milliards de dollars à lui tout seul. Alors on nous parle souvent du lobby de la NRA, avec ses 23 milliards, toutes les entreprises associées, ils font pas du tout le poids face au lobby des anti-armes. Ça c'est une vérité chiffrée qui est beaucoup plus importante. Et en fait, les médias majoritairement à gauche en France reprennent mot pour mot ce que leur sert le New York Times. Mais cette espèce de chantage à la tuerie de masse qu'on nous fait, c'est quelque chose qui est extrêmement biaisé. C'est vraiment une lecture très très orientée des faits, puisque il n'y a pas de corrélation entre le taux de criminalité des États des États-Unis, qui ont tous des lois différentes, et leur liberté des armes. Et puis il y a des contre-exemples extrêmement proches de nous, comme la République tchèque, qui a un taux de criminalité, un taux d'homicide 2 fois inférieur à celui de la France métropolitaine, alors qu'ils ont une possibilité d'avoir un port d'armes qui correspond d'ailleurs à peu de choses près à ce que demande l'ARPAC. Mais regardez, pas plus tard qu'hier, Mitch, féminicide à Montpellier, un homme qui tue son ex-femme par balle à la sortie du tribunal avant de retourner son arme contre lui. C'est vrai que c'est peut-être le type de fait divers qu'on pourrait éviter sans... Si la femme avait pu être armée dans l'espace public... Surtout qu'il pourrait se multiplier si on avait droit de porter tous des armes sur le domaine public. Non, mais là, lui, il a tué sa femme parce qu'il était certain qu'elle n'en possédait pas et qu'elle respectait la loi et qu'elle n'en aurait pas dans l'espace public. Mais si vous savez que votre femme a une arme à feu, quand vous dégainez, vous vous mettez en danger. Bon là, quelque part, il s'en moquait. C'était un acte suicidaire. Il faut rappeler qu'il s'est suicidé derrière. Donc, il a tué sa femme avant. Voilà, je suis d'accord. Mais il a tué sa femme et il s'est suicidé. Donc, mais vous comprenez que ça puisse choquer une grande partie des Français. Mitch, mais vous comprenez que ça fasse peur à une grande partie des Français, que c'est tout simplement pas dans notre culture. Vous parlez des journalistes très bien. Ça a été enlevé de notre culture en 1939. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Marseillaise, mais c'est aux armes, citoyens. C'est-à-dire que la première chose qui a été demandée à la Révolution française, c'était justement de retirer le privilège des armes. Pendant toute la Troisième République, on a même eu des bataillons scolaires. On enseignait aux enfants à tirer à l'école. La culture française a été désarmée par Daladier puis par Vichy, qui punissait de mort la détention et le port d'armes. Et tout ça ensuite était... Donc c'est un décret-loi qui a été ratifié 26 ans après. Donc effectivement, une fois qu'on a eu détruit cette culture des armes, là on s'est dit que on pourrait ratifier les choses et les mettre au carré. Mais moi, si le meurtre de cette femme au sortir du tribunal me choque, effectivement, j'ai pas oublié Anne-Lorraine Schmitt qui s'est faite égorger pour refus de fellation dans le RER. Elle était désarmée. Toutes les victimes dans les attentats, par exemple, dans les rues de Paris, étaient toutes désarmées. Il y a eu un avant et un après Bataclan. C'est ce qu'on a pu lire justement. Au niveau de l'ARPAC. Oui, au niveau de l'ARPAC.
Vous avez vu des gens venir vous voir militer pour le port d'armes après cette série d'attentats en 2015? Bien entendu, mais pas que là. C'est-à-dire que l'affaire Crépol, par exemple, avec le meurtre de Thomas, nous a amené effectivement des adhérents. En général, on va y revenir. Je vous coupe un petit peu parce qu'on va donner tout à l'heure la parole à Maître De Vita. Non, bien sûr. Et on marque une courte de pause. Il y a beaucoup de réactions. Oui, il y a des réactions sur les réseaux sociaux et puis au standard 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez, vous nous posez toutes vos questions. On essaiera d'y répondre tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. On poursuit ces débats sur l'autodéfense, de plus en plus plébiscité par un certain nombre de Français. En tout cas, on essaye d'être prudent, mais d'y voir plus clair, de donner la parole à tout le monde. Maître Di Vito, on parlait de Vita, pardon, je vous ai rebaptisé. On le rappelle, hein, vous êtes l'avocat, vous étiez l'avocat de cette affaire emblématique de l'autodéfense, hein, le bijoutier de Nice en 2018. L'affaire avait fait grand bruit et avait mobiliser l'opinion publique. Il faut rappeler que l'autodéfense est souvent liée à la question de la légitime défense, qui est une notion extrêmement complexe et encadrée dans le droit français. Absolument. Sur le plan technique, la légitime défense est un texte de loi qui pour moi est très bien fait. Sur le plan pratique, son application est délicate. C'est-à-dire ? La difficulté est là. Je voulais juste dire par rapport à Mitch que moi je comprends toutes les idées et il y a débat sur les idées évidemment. Je dis simplement ceci, on considère par exemple que la voiture est une arme. Il faut un permis pour utiliser une voiture. Une arme c'est encore plus dangereux et dans le cadre de sa proposition, il faudrait qu'il y ait une formation aussi. Sur le plan technique, puisque mon rôle est technique, la difficulté avec la légitime défense réside dans son application. C'est un texte de loi assez tabou qui existe depuis les lois naturelles, comme on dit, c'est-à-dire depuis la nuit des temps en matière de droit. Mais il y a toujours eu des difficultés de perception parce qu'il y a des débats politiques et philosophiques autour. Et c'est fort dommage parce que le texte de loi, avec ses conditions cumulatives strictes mais équilibrées, font que c'est un beau texte de loi. Alors il y a deux problèmes sur l'application de la légitime défense. C'est le problème de la proportion que tout le monde connaît. C'est-à-dire, si vous êtes agressé à main nue, vous faites l'objet d'une attaque à main nue, vous pouvez riposter proportionnellement à main nue. S'il y a une arme blanche, vous pouvez riposter avec une arme blanche. Et s'il y a une arme à feu, avec une arme à feu, avec ce sous-problème qui est que cette arme à feu, la plupart du temps, sauf un chasseur ou un détenteur sportif, n'a pas la possibilité de l'avoir, et que même si il est reconnu un état de légitime défense, il sera condamné pour n'avoir pas eu le droit de porter cette arme avec laquelle il a sauvé la vie de ses proches ou de lui-même. Oui, par définition, ce sont des actions qui vont très vite, il faut penser très vite, et j'imagine que tout est là. Voilà, c'est-à-dire là vous mettez le doigt sur ce qui est pour moi le vrai problème, parce que la proportion ne pose pas de difficulté. Le vrai problème dans l'article 122.5, c'est le problème du « en même temps ». Alors, c'est assez curieux, c'est une expression qui revient souvent en ce moment, mais il faut que ce soit en même temps, c'est-à-dire que vous ripostiez instantanément à l'agression. Et la perception du « en même temps » est faussée par un concept qui est développé en ce moment en doctrine, qui est très précis, qui dit attention, la personne qui est violemment agressée, surtout avec une arme à feu, a un ressenti qui fait que le concept temps est modifié. Et que ce qui lui peut être instantané peut être quelques secondes. Et la plupart du temps, la légitime défense est repoussée par les juridictions parce qu'on dit qu'il n'y a pas de concomitance entre l'agression et la défense. C'est une vraie difficulté. Il semblerait qu'il y ait une juste évolution sur ce concept de ressenti de la victime, mais on va tomber sur le problème qui est aujourd'hui, et pour moi, quasi insoluble, c'est-à-dire que la légitime défense ne pose aucune difficulté devant une cour d'assises, donc en matière d'homicide ou de crime, avec les jurés. Les jurés sont prêts à adhérer la plupart du temps et à octroyer la légitime défense à la victime.
Les magistrats professionnels, eux, ont une espèce de défiance et une espèce de critique intrinsèque d'idéologie, à ce texte de loi qu'ils ne veulent pas appliquer. Peut-être pour ne pas laisser la porte ouverte à des dérives. Si tout le monde se met effectivement. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti pendant ma carrière. J'ai eu une dizaine d'affaires de légitime défense. La plus emblématique était celle du bijoutier de Nice, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Stéphanie, elle a fait un bruit incroyable et inexplicable d'ailleurs. Les jurés, lorsqu'ils ont rendu leur délibéré, j'ai bien vu leur visage. Même si la peine convenait et que l'acquittement pour homicide a été accordé au bijoutier, à Stéphane Turc, ils avaient l'air déçus. On sentait bien que s'ils avaient délibéré seuls, sans des magistrats professionnels comme ça existe dans certains pays anglo-saxons, on sentait bien qu'il y aurait un acquittement sec et pour le tout. Mais les magistrats professionnels, pour des raisons, je pense, idéologiques, n'ont pas vraiment, ils trouvent tous les moyens pour ne pas appliquer ce texte et s'emparent souvent, la plupart du temps, du en même temps. Non, monsieur, vous avez tiré 8 secondes après votre agression, ce n'est pas en même temps, et donc on vous refuse l'octroi de légitime défense. Ouais, c'est très intéressant. Voilà, sur le plan technique. Après, je me permettrai juste une petite précision. Je dis que on a aussi un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, quand des policiers ou des gendarmes font usage, dans le cadre de la légitime défense qui leur est plus favorable de leur arme, ils sont systématiquement placés en garde à vue. Et personne, je dis bien personne, même des policiers ou des gendarmes, n'ont pas envie d'aller en garde à vue pour avoir simplement exercé leurs droits. C'est un débat. Esteban, Stéphanie, ça réagit beaucoup puisqu'on a Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc je suis moi-même détenteur d'un revolver, étant tireur sportif bien sûr, depuis plus de 10 ans. Mais enfin je voulais dire que c'est vrai que l'arme que je détiens à la maison, avant de l'utiliser, il faut au moins un quart d'heure pour aller la chercher dans son coffre et enlever le cadenas que j'ai mis dessus pour ne pas refermer le barillet. Bon bref, donc c'est à la maison, elle ne sert à rien pour l'autodéfense. Il vaut mieux une matraque à la limite. Ça c'est sûr. Et ensuite, monsieur l'avocat disait qu'une arme est plus dangereuse qu'une voiture. Non, une arme c'est un morceau de ferraille qui pèse 1 kilogramme. Souvenons-nous de l'attentat de Nice avec le camion, 86 morts. Moi avec mon revolver, je ne pourrais pas tuer 86 personnes. Je pense que je serais neutralisé bien avant. Donc l'arme elle-même, ce n'est pas dangereux. C'est celui qui la portera ou qui s'en servira d'une manière comme les voyous, avec leur kalachnikov qui tirent dans tous les sens. Voilà, bon, après pour le port d'armes pour les citoyens, c'est un peu délicat, parce que des gens, moi je vois qu'avant il y avait des tirs obligatoires, 3 par an, pour les détenteurs d'armes, et il y avait un carnet de tir, donc qui était reporté sur un carnet de police. Et maintenant il n'y a plus ça. Donc on peut détenir l'arme et aller au stand de tir quand bon nous semble. Bon, avant 3 fois par an, ce n'était pas beaucoup, mais enfin il y avait déjà ces 3 fois. Donc pour les citoyens, vu comme je vois dans les stands de tir comment certains utilisent l'arme, ça vous fait peur. C'est pas fameux, voilà. Ils mettent tout à côté et un peu dans le carton. Mitch, justement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que ça fait 2 fois qu'on vous interpelle là-dessus, effectivement. C'est un grand classique. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Les gens ne sont pas capables de le faire, sachant que si on regarde ce que font les forces de l'ordre elles-mêmes, pour la plupart, avant que vous ne soyez dans le RAID ou dans le GIGN, on vous demande pas beaucoup plus que les tireurs sportifs. Et d'ailleurs, en général, dans les clubs de tir, c'est pas les policiers qui font les meilleurs cartons, alors que eux, ils portent leur arme en permanence. Maintenant, c'est pas parce que quelqu'un a une pratique, je dirais, un petit peu en dilettante du tir que on devrait le priver de son droit à l'autopréservation. C'est-à-dire que moi, je comprends même que d'ailleurs ça démotive certains tireurs sportifs qui se disent qu'au fond, ils font des trous dans du carton. Et écoutez, oui. Honnêtement, c'est très relaxant, c'est très agréable de faire du tir sportif, mais justement, on les prive aussi d'une pratique qui pourrait potentiellement leur sauver la vie. Donc, les clubs de tir et la Fédération française de tir fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour vraiment dissocier
au moins en apparence, la détention d'armes et la pratique de la défense. Comme on a beaucoup de réactions, Mitch Menet, je vous coupe, mais on va poursuivre un petit peu ce débat au-delà de 13h. On se retrouve dans quelques instants. Oui, après les informations sur Sud Radio et puis toujours 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Et on poursuit ce débat qui vous fait beaucoup réagir sur l'autodéfense armée. De plus en plus de Français y pensent. En tout cas, on constate une explosion de la fréquentation des centres de tir. Esteban, ça réagit énormément. Énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook. On a une question peut-être pour vous, Mitch. Avant de passer aux armes à feu, est-ce qu'il n'y aurait pas un cran inférieur, peut-être au niveau de, par exemple, un taser, un choker ou une bombe lacrymogène? On sait qu'aujourd'hui, si je me fais agresser dans le métro et que je donne un coup de gazeuse à mon agresseur, c'est moi qui peux être embêté. Alors la question mérite d'être posée puisqu'effectivement en fait vous n'avez pas le droit d'être armé tout court. Votre couteau suisse, même un tournevis et effectivement la bombe lacrymogène sont tous parfaitement interdits. Je dirais qu'à défaut de grives, on mange des merles. On pourrait, ce serait effectivement aller dans la bonne direction que d'autoriser ça. Mais souvenez-vous que les joyeuses racailles qui vont vous agresser avec le sourire aux lèvres, eux, ils s'en moquent. Ils auront des AK-47, ils auront des Glock, ils auront toutes les armes qu'on vous autorise pas à avoir. Donc, si vous voulez juste réduire l'asymétrie d'armement à la marge et être, je sais pas, un tout petit peu moins des victimes, effectivement, ça peut paraître une solution. Maintenant, si vous voulez pouvoir être un acteur réel de votre défense, il faut se rendre compte que vous êtes des humains qui ont des outils, et l'outil pour se défendre, c'est une arme à feu. Franck De Vita, le juriste que vous êtes, l'avocat que vous êtes, quand vous entendez Mitch Menet parler comme ça, vous vous dites attention, quand même, danger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conséquences judiciaires. Oui, non mais les gangsters, c'est un métier. Ils sont dans l'infraction permanente à compter du port d'armes prohibé jusqu'à leurs actes délictueux ou voire criminels. Le problème de l'arme, contrairement à ce que disait monsieur, ce n'est pas qu'un bout de ferraille. J'insiste, il faut une formation, ça se charge, il y a un problème de munitions, il y a des sécurités, etc., etc. Une arme reste quand même... oui, les voitures sont des armes de destination. Bon, l'image du 14 juillet à Nice est complètement déplacée parce que c'est quelqu'un qui avait sûrement son permis de conduire, mais enfin qui a fait un usage terrible. Ça peut être dangereux. On voit quand même des choses en dehors des racailles, comme disait Mitch, ou des bandits ou des gangsters que j'ai défendus. C'est mon métier aussi. On voit quand même des morts stupides par arme à feu pour une place de parking entre des gens tout à fait normaux. Et on retombe sur la question, oui, mais généraliser, donner des armes à tout le monde qui sur un coup de sang, un coup de nerf peut en faire usage sans agression, ça pose une difficulté. Mais je dirais que c'est politique. Moi, le combat de Mitch, c'est un combat de politique, de citoyen qui a des idées. Moi, je suis un technicien du droit. Un technicien du droit, c'est simplement de dire, il faut dans tous les cas encadrer de manière rigoureuse les armes à feu. Alors c'est vrai que si vous êtes attaqué dans la rue, si vous avez un permis de chasser ou si vous avez une détention sportive, vous ne pouvez rien faire. Sinon, vous avez pas l'arme sur vous. Maintenant, si vous faites l'objet d'un cambriolage la nuit, que vous entendez venir aux agresseurs, que vous avez un fusil de chasse ou une arme de poing selon détention, vous avez tout à fait le temps de sortir et d'en faire usage pour vous défendre. C'est une réalité aussi. Mitch, vous avez quelque chose à rajouter parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Le mythe des gens qui se tuent pour la place de parking, on le connaît, c'est une véritable expression de la condescendance qu'on peut avoir. Je trouve que c'est assez triste parce que vous avez très justement pointé, Maître, la condescendance des magistrats vis-à-vis des citoyens à qui ils ne veulent pas accorder la légitime défense, justement pour des raisons un petit peu méprisantes, en se disant qu'il ne faut pas laisser le bas peuple en fait avoir
de quoi se défendre parce qu'on a peur de ces dérives. Et derrière, je trouve qu'il y a une réelle contradiction avec ce mythe des gens qui se tuent pour une place de parking, parce que déjà, c'est pas si fréquent que ça. Ceux qui se tuent pour une place de parking à coups d'arme à feu actuellement sont des gens qui sont armés illégalement, toujours, hein, puisque ça reste interdit. Donc ça reste des malfrats qui commettent des crimes sur des citoyens désarmés. Et par ailleurs, ce mépris permanent, en fait, ce fait de penser que le français est tellement stupide ou sanguin qu'il serait incapable d'avoir la moindre maîtrise de soi en simple possession d'une arme, je trouve que c'est malheureusement caractéristique de cette espèce de mythe de la punition générale, sous prétexte qu'il y en a un ou deux qui ont des comportements inacceptables. On va interdire à tout le reste de la population de se protéger. Merci. Moi, je suis contre la punition collective. Merci en tout cas. Je suis pour la présomption d'innocence des citoyens. Et on rappelle tout de même que selon un dernier sondage, 61% des Français sont contre, totalement. Et on va changer ça. Oui, bon, en tout cas, voilà, on vous a donné la parole. On a donné la parole à tout le monde ici. Merci, maître Franck De Vita, d'avoir été avec nous, avocat au barreau de Paris. Merci également à Mitch Ménet. Merci.